George Orwell est surtout connu pour son livre d'anticipation 1984. Mais savez-vous qu'il a aussi écrit une petite fable qui a pour titre La ferme des animaux? Eh bien, je viens de lire ce petit livre et c'est un régal. Je trouve que ce conte met en lumière les caractéristiques communes aux dérives qui peuvent arriver dans n'importe quelle communauté humaine et quelle que soit sa nature. Je vous propose de regarder ce livre sous l'angle des abus dans l'Église. Shut up and sit down. C'est une intro musicale qui dépote. Bienvenue sur la chaîne Partage Culture du père Emmanuel Faure. George Orwell a écrit La ferme des animaux en 1945. Il l'a conçue comme une allégorie de la révolution russe et de ses dérives. Et au-delà, c'est une critique des régimes totalitaires. Alors, quelle est l'histoire? Dans une ferme, les animaux décident de se révolter et d'expulser les humains afin de vivre leur vie et de s'autogérer. Deux cochons mènent la rébellion. C'est Napoléon et Boule de Neige. Après un commencement démocratique où règne la fraternité, Napoléon va prendre le pouvoir. Boule de Neige va devoir s'enfuir, oui, parce qu'ils allaient le tuer, sinon. Et petit à petit, Napoléon met en place un régime totalitaire. En lisant ce livre, je me suis dit qu'on avait là beaucoup des ingrédients, des abus qui touchent certaines communautés dans l'Église et qui peuvent même arriver en dehors des communautés, d'une relation avec un père spirituel. Le premier point, c'est la perversion de l'idéal. L'idéal de liberté et d'autogestion a été le moteur de la révolution des animaux, mais il a été perverti par ce fameux cochon Napoléon. À la fin, la situation des animaux est pire que sous le régime du fermier. Ils voulaient la liberté, ils ont eu une autre forme d'esclavage. C'est malheureusement par la promotion de la radicalité évangélique, de l'absolu, que des communautés déviantes recrutent. Lorsqu'on est jeune et qu'on a un profond désir d'absolu, l'appât, pour un manipulateur, l'appât est irrésistible. C'est terrible et je crois que c'est proprement démoniaque. Car lorsque nos aspirations profondes ont été abusées, il est très difficile de s'en remettre, de s'orienter après. Et c'est vrai que quand on a un désir profond, un désir d'absolu, de radicalité, à la fois on est fort de ce désir, on est prêt à emporter le monde entier, et à la fois on est profondément fragile parce qu'il n'est pas très équilibré, parce que c'est un peu excessif, il manque de la modération. Et du coup, on est vulnérable pour des prédateurs qui vont manipuler notre désir, notre absolu, notre désir d'absolu, et qui vont comme l'emprisonner entre leurs serres et nous écraser et nous exploiter. Toute jeunesse a quelque chose d'excessif, d'enthousiasme, pas toujours équilibré. Le véritable père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va respecter cette soif d'absolu tout en l'équilibrant, modérant cette soif d'absolu. Pas facile, mais l'art est là et il faut du temps. Le feu du premier amour va se transformer, il va évoluer, il va se purifier. L'intensité n'est pas toujours dans ce que l'on imagine. Le deuxième point, c'est ce que j'ai appelé l'isolationnisme. Dans le livre, les animaux de la ferme se replient sur eux-mêmes. Cet isolement volontaire est au début une mesure de protection. En effet, leur désir de liberté ne peut qu'engendrer incompréhension et mesure de rétorsion. Le fermier qu'ils ont expulsé, il veut reprendre sa place et il veut la reprendre par la force. La ferme va même être attaquée. Des animaux vont perdre la vie. Donc les animaux restent sur le qui-vive. Ils vivent dans une situation de guerre. Même lorsqu'ils seront plus acceptés par les hommes, l'isolement perdurera, sauf pour Napoléon et sa bande. L'isolement sera alors un des moyens pour tenir les animaux sous la coupe de Napoléon.
Ici encore, un glissement s'opère. De la protection de la liberté, on en vient à l'enfermement qui prive de liberté. Eh bien, dans le cas des dérives, cet isolement est entretenu, car le monde extérieur est considéré comme dangereux. La communauté est une citadelle assiégée, et c'est une communauté de purs, bien sûr. Le danger provient non seulement de la société, mais aussi des frères dans la foi et des évêques, qui ont la mission d'accompagner, de vérifier, de surveiller, d'une vigilance bienveillante pour aider le groupe à se construire, à être pleinement ecclésial, j'ai envie de dire à être pleinement catholique, c'est-à-dire universel. Du reste, on mesure l'équilibre et l'ecclésialité d'une communauté à sa capacité de travailler avec d'autres communautés au sein de l'Église. Ça, c'est un critère. On voit certaines communautés dont la formation se passe en vase clos, sans apport extérieur. Alors on peut le comprendre quand c'est le noviciat, mais quand après il y a la formation sacerdotale, là je parle plutôt de la formation sacerdotale, quoique, alors là qu'est-ce qu'on va voir ? Tous, ils ont le même vocabulaire, la même façon d'aborder la théologie, les questions pastorales. On est tous bien sur la même longueur d'onde. Et souvent, ce sont celles du fondateur. Alors on se conforte dans la pensée unique, il faut le dire ce qui est, on se protège, mais on se rend incapable d'affronter certaines questions d'actualité, du moment, avec une mentalité particulière, et de dialoguer avec d'autres écoles théologiques. Donc, il faut avoir une colonne vertébrale très forte, mais que cette colonne vertébrale très forte puisse me permettre d'être en dialogue, en relation avec ceux et celles qui ne pensent pas comme moi ou qui ont un autre vocabulaire au cœur de l'Église. D'autres écoles, on peut dire, théologiques. Pas simple, c'est pas simple du tout, mais là, on voit cet isolationnisme au niveau de la formation, et là, il y a un risque très fort de dérive. Et il sera très difficile pour un jeune qui sort de ce type de formation d'entrer en relation avec ceux qui pensent différemment. Donc, comme il n'est pas armé pour le débat, soit il va répondre par l'autoritarisme, soit il va s'entourer de ceux qui pensent comme lui, il va faire son petit groupuscule, sa petite cour qui va exclure les autres, et puis c'est tout. Soit il peut y avoir aussi, chez certains, un risque de rupture psychologique, de déséquilibre psychologique. Cet isolationnisme, pour reprendre le mot que j'ai pris, peut prendre des formes différentes. Je vous donne un exemple. Un jeune m'a raconté que dans la communauté dans laquelle il était entré, le supérieur était le maître des novices et aussi le confesseur des novices. Alors ça vous paraît un peu hallucinant, en plus, c'est interdit par le droit canon. Il aurait pu demander à un prêtre extérieur de venir pour confesser. On peut le comprendre, une communauté naissante, il y a peut-être le fondateur qui est un prêtre, bon. Mais comme il disait, tu comprends, ils ne peuvent pas comprendre ce que nous vivons. En fait, de quoi avait-il peur ? Il avait peur du regard de l'autre qui aurait pu mettre le doigt sur certaines difficultés, sur certains problèmes. Ou qui aurait pu dire qu'il ne voyait pas les choses pareilles, mais on est là pour rendre compte de ce qu'on fait. Et le regard différent et peut-être divergent peut aussi m'interroger, m'interpeller sur ma manière de faire et me permettre d'évoluer. On est bien d'accord. Donc l'idéal n'est pas confronté avec d'autres conceptions qui sont tout aussi respectables. Et là, on glisse aussi dans une forme de dérive, d'isolationnisme où on s'enferme et on enferme la pensée et les personnes étouffent. Troisième aspect que je vois dans ce livre, La ferme des animaux, et qui nous dit quelque chose aussi des abus dans l'Église, c'est la généralisation de la suspicion. L'ennemi n'est pas uniquement extérieur, le monde et certains chrétiens. Il est aussi à l'intérieur de la communauté. Il est même en moi-même. Alors, dans le livre, il y a une scène surréaliste où certains animaux vont se dénoncer. Napoléon et Boule de Neige mènent un peu la révolution et à un moment, Napoléon veut supprimer Boule de Neige et Boule de Neige s'enfuit.
et il n'est pas tué. Donc il s'enfuit, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Alors, du coup, dès qu'il y a un problème, on dit que c'est boule de neige, je vais y revenir, mais surtout, Napoléon arrive, et c'est surtout Brie-Babil, l'autre cochon qui est un peu comment on appelle ça, le Goebbels de Napoléon, c'est-à-dire le maître de la propagande, qui fait que toute pensée que j'ai contre Napoléon, c'est une atteinte à la communauté. Et même si je me rends compte qu'il y a des dysfonctionnements et que cela me pose question, eh bien je dis Napoléon a toujours raison. Alors on le voit chez Malabar, qui est un cheval, qui est très costaud, brave, etc. Et alors il se pose des questions. Il se dit, mais tiens, il y a telle ou telle chose, ça dysfonctionne, ça va pas, ça respecte pas les personnes. Et puis au début, quand on a fait la Révolution, on avait dit qu'un animal ne devait pas tuer les autres animaux, etc. Mais tout a été perverti. Et à un moment, il se dit, oula, attends, là, ça va pas. Hein. Napoléon a toujours raison. Il y a un slogan comme ça, c'est comme un mantra, vous voyez, ça s'appelle un lavage de cerveau. Hein. C'est comme un mantra, il se dit ça, ça m'apaise. Ça me met dans la paix. Et surtout, je ne me pose plus de questions. Et du coup, la suspicion, elle va se porter sur les autres qui pourraient critiquer, mais aussi en moi. Alors ça, c'est le nec plus ultra. C'est-à-dire, c'est moi qui, par ma pensée, met, même si je ne l'ai pas exprimé, met en danger la communauté. Et alors on voit dans cette scène surréaliste, où on voit des cochons, je crois qu'il y a des canards aussi, qui disent « Eh bien moi, j'ai été de connivence, de complicité avec Boule de Neige », alors que Boule de Neige a toujours été, j'ai envie de dire, nickel, et très loyal vis-à-vis de Napoléon et de tous les autres animaux. Et de fait, j'ai conspiré avec lui. En fait, ils avaient dans leur tête une pensée en disant « Mais ça va pas, c'est pas normal », mais il y avait comme une censure intérieure. Vous voyez, la puissance, c'est impressionnant. Hein, une censure intérieure qui fait dire « Allez, tu ne peux pas dire ça, tu n'as pas le droit. » Et du coup, je me culpabilise et je demande pardon parce que j'ai eu cette pensée qui était bienvenue, parce qu'il y a des problèmes, des dysfonctionnements dans ce groupe. Je vous raconte une petite histoire pour vous montrer jusqu'où cela peut aller. Dans une congrégation qui vivait des dysfonctionnements, une sœur le dit au supérieur de la congrégation, que dans sa communauté, il y a des problèmes, et des choses objectives. Elle n'est pas entendue. Les sœurs de sa communauté et elles-mêmes souffrent, elles en parlent un peu. Et la sœur, à un moment, se dit « Bon, moi, je vais écrire à Rome. » Elle écrit à Rome, et voilà que les sœurs de sa communauté apprennent qu'elle a écrit à Rome. Eh bien, figurez-vous que ces sœurs sont allées reprocher à la sœur d'avoir fait cette démarche. Tu comprends ? Tu es en train de casser notre unité. Tu es en train de faire du mal à la congrégation. C'est fou. Elle souffre, il y a objectivement des dysfonctionnements. Elle fait des démarches pour pouvoir sortir de cette situation. Et les sœurs disent non. Tu es en train d'abîmer notre unité. Mais il n'y a pas d'unité. Vous voyez la perversion, vous voyez le faux, la fausse vision qui a été mise dans la tête de ces sœurs de ce qu'est l'unité et de ce qu'est le bien. C'est-à-dire que l'individu, la personne, passe au second rang par rapport au bien du tout, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais là, le bien du tout, il est perverti, il est complètement faussé, il est complètement mauvais. Eh ben non. Là, il y a vraiment un emprisonnement intellectuel, j'ai envie de dire psychique, vraiment une emprise. Étonnant, hein ? Le quatrième point, j'ai envie de dire qu'il est lié avec cette généralisation de la suspicion, c'est le bouc émissaire en promotion, si vous voulez. Il y a un problème, c'est lui. Le moulin se casse la figure, qu'ils sont en train de construire, c'est Boule de Neige. Il n'est plus là, hein, c'est complètement fou. La récolte
n'ont pas été bonnes, c'est boule de neige. Je sais pas, il y a eu de la pluie, à la limite, c'est boule de neige. C'est toujours boule de neige. Donc on a trouvé là un coupable facile qui cache l'incompétence, qui empêche de pouvoir vraiment réfléchir, de dire mais attendez, là on a mal labouré ou on a mal semé ou je sais pas quoi, donc il faut revoir les choses, mais comme c'est Napoléon qui tire les ficelles de tout, et du coup ça remettrait en cause son pouvoir, eh bien du coup c'est boule de neige, c'est boule de neige. Moi je vois dans certaines communautés l'importance du démon. Alors on retrouve le sens du combat spirituel. Mais là, le démon, il a bon dos. Et puis vous savez, vous avez peut-être déjà entendu ça dans certaines communautés. Il y a des difficultés, il y a des combats, donc c'est bon signe. C'est même pas il y a peut-être un problème, et donc on va réfléchir. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faudrait arranger? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Qu'est-ce qu'il faudrait remettre en place? Non, c'est le démon, donc c'est bon signe. Et donc là, il y a quelque chose qui est malsain parce que du coup, ce recours au démon, qui est le coupable facile et le bouc émissaire facile, permet de ne pas traiter les problèmes. Donc c'est pour ça que je dis c'est le bouc émissaire promotionnel. Le 5e point, c'est la dépersonnalisation. Et ce qui m'a frappé dans le livre, c'est comment le récit historique est imposé. C'est-à-dire que l'histoire de la ferme, il y a eu une bataille, il y a eu la Révolution, Boule de Neige a été vraiment un héros, et la manière dont brille Babil, pas facile à prononcer, brille Babil, donc le monsieur ministre de la propagande de Napoléon, reconditionne l'histoire. Et donc un récit historique est imposé. Et alors on voit Malabar qui se dit, le fameux cheval, qui se dit mais non, mais moi j'étais à la bataille, mais ça s'est pas passé comme ça, etc. Bon. Alors là, peut-être que je pousse un peu, mais ce récit historique qui est imposé, je vois, c'est un peu dans le récit des vocations. Une jeune qui me dit, ben voilà, je suis allé dans un endroit où dans une communauté pour un temps de retraite, qui n'était pas un temps de retraite vocationnel pour la communauté, mais qui était de découverte de la vie spirituelle avec cette communauté, en parlant. Bon, c'est sûr que la jeune a dû se poser des questions, et a dû poser des questions à la société des religieuses, à la religieuse qui l'accompagnait, et alors voilà, à un moment, la religieuse qui dit, ben voilà, je vois, je sens, je perçois, que la Vierge Marie te veut chez nous. C'est ça que j'appelle, j'ai envie de dire, le viol de l'histoire, de mon histoire sainte, c'est-à-dire dans ma relation avec le Seigneur, dans cette construction où je reconnais l'appel du Seigneur. J'ai bien dit, je reconnais l'appel du Seigneur. Je me fais accompagner, je me fais aider. Le viol, c'est qu'il y a une pénétration. On pénètre dans mon esprit pour y mettre l'idée. Moi, j'ai connu ça un jour dans une communauté où le supérieur m'a dit « Ah, on aura quelque chose à vivre ensemble. » C'est en tout bien, tout honneur, hein, mais je ne crois pas qu'il ait dit de façon manipulatrice. Mais en soi, c'est, comment dire, ça n'aide pas au discernement. Parce que du coup, il y a comme cette parole qui est une injonction qui me met comme un voile. Vous voyez ce que je veux dire? Qui me met comme un brouillard, qui me met comme sur des rails. Et qui fait que quand j'ai eu cette relation avec cette communauté, eh bien, on m'avait mis sur des rails. Et du coup, il faut une grande liberté intérieure pour se dire « Attends, Coco, tu es en train de discerner pour cette communauté, et c'est pas parce que tu as eu cette parole de ce frère, de ce père, de ce supérieur, qui était supérieur, qu'il a raison. Il peut avoir senti ça, mais il n'est pas en toi. Attention, il n'est pas en toi. » C'est tellement beau, ce chemin où le jeune homme, la jeune fille discerne, c'est pas facile, et se retrouve avec lui-même. Quand j'ai fait les 30 jours avec Saint Ignace, là, les 30 jours d'exercice spirituel, ça m'a frappé, c'était un vieux jésuite, la délicatesse de me laisser face au Seigneur et face à moi-même. Alors face à vous-même, c'est pas évident, hein. Face au Seigneur, ça va au fond. Non mais c'est vrai. Et face à vous-même, vous êtes face à votre pauvreté, à votre vulnérabilité, fragilité, pour décider, pour être seul. Et là, ça nous fait grandir en humanité, ça nous fait grandir, ça nous fait mûrir. Voilà,
mûrir. Alors là, on voit très bien dans ce livre-là, La ferme des animaux, il y a une infantilisation des personnes. On pense à ta place. Voilà ce que tu dois faire. Et ça, c'est une dépersonnalisation. Le 6e point, c'est ce qui m'a frappé dans ce livre, le manque de formation, et notamment d'apprendre à raisonner. Les animaux qui sont là, alors c'est pas parce que c'est des animaux, je vais y revenir, ils ne sont pas formés à raisonner. Boule de neige avait cela, parce qu'il veut construire un moulin pour pouvoir faire de l'électricité, et donc que les animaux aient plus de temps pour autre chose, soient moins fatigués, etc. Et donc aussi pour réfléchir, pour se former. Si vous mettez quelqu'un au boulot tout le temps, le gars, il va pas réfléchir, hein, et du coup, il va s'épuiser et on va le manipuler encore plus. Le manque de formation dans ces communautés, dans ces groupes de dérive qui n'aident pas les membres à former leur intelligence. C'est pas apprendre des choses pour être des bons techniciens, mais former l'intelligence à la réflexion, au discernement, à raisonner, la logique, pas gober tout. C'est pas évident, mais là aussi, c'est un respect de la personne. Et là aussi, c'est difficile. C'est tellement mieux de dire voilà ce qu'il faut faire. Et c'est tellement mieux quand on a en face, pour un manipulateur, c'est extraordinaire. Et comme en plus, beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont pas cette capacité, c'est des bons techniciens, mais c'est pas des bons philosophes, quoi, pour caricaturer. Et du coup, il y a une grande vulnérabilité. Alors, le dernier point, c'est trop bête pour réagir. Alors, c'est vrai que, comme c'est la ferme des animaux, et moi-même en le lisant, j'y ai pensé à certains moments, je me suis dit, bon, bah, c'est des bêtes, oui, c'est le cas de le dire, donc ils sont bêtes. Bon. Et donc, bah voilà, c'est bien normal, ils se font mener par le bout du nez ou par le petit coup de bâton. Non, parce qu'ils parlent, donc c'est une fable, donc attention. Et d'un autre côté, comme c'est des animaux, ben, on le lit le livre. Parce qu'à la limite, ça serait des êtres humains, on refermerait le livre en disant mais pétard, mais ils sont vraiment complètement... Vous voyez ce que je veux dire, ils sont vraiment cons, quoi. Hein. Alors parfois on entend, et cela est vraiment pas bon, mais vraiment ces personnes qui ont été abusées, c'est vraiment des idiotes. Ici, ils avaient qu'à voir, et puis le gars, il vous touche, et vous avez qu'à lui foutre une calotte. Mais quand on entend les témoignages de ces personnes, elles ont été comme endormies, elles ont été comme complètement anesthésiées. Alors attention, chacun peut avoir aussi des moments de vulnérabilité dans sa vie et se trouver complètement saisi par un de ces prédateurs qui vont anesthésier nos défenses, qui vont utiliser nos fragilités. La personne qui vient, elle a des attentes, elle a des fragilités, elle a des blessures. Et le manipulateur, qui est un prédateur, en face, il perçoit cela. Et il va se glisser dans les blessures. Il va appuyer là où ça fait mal. Il va, j'ai envie de dire, caresser. D'abord, caresser verbalement. Et puis après, ça ira à une autre caresse. Hein, vous avez bien compris. Mais c'est exactement ça. Et le tout, c'est de pouvoir sortir de cette emprise. Mais attention, c'est pas trop bête pour réagir. C'est que on peut tous plus ou moins, parce qu'il y a des moments de notre vie où on peut se faire avoir. Hein. Voilà une vidéo un petit peu longue pour un sujet vraiment grave, vraiment important. Parce que derrière, qu'est-ce qui se joue? C'est notre liberté. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt.